écouter ce que dit un sénateur américain. Alors non, vous n'allez pas l'écouter, vous allez le voir à l'antenne. C'est encore mieux, c'est une citation. Poutine, ton tour arrive. Donald Trump est le Scotty Scheffler de la politique américaine et de la diplomatie étrangère. Il est sur le point de te mettre une raclée. Déclaration signée Lindsey Graham, donc sénateur américain bien connu et pro-Ukraine, il faut bien le dire. C'est assez rare pour être noté, même si une grande partie, ou une partie en tout cas des parlementaires américains ont soutenu l'effort de guerre, jusqu'à présent l'effort de guerre américain pour l'Ukraine. Mais là, c'est une menace directe. C'est un peu à la façon Medvedev, j'allais dire, côté russe. Un petit peu, c'est-à-dire effectivement dans l'excès, parce que ce qu'il dit aussi, bon, il parle de raclée, mais il dit aussi, si tu veux savoir, Poutine, ce qui va se passer au bout de 50 jours, demande au guide suprême en Iran. Donc c'est vraiment une menace de bombe américaine sur la Russie, ce qui n'est évidemment pas crédible. Pas à l'ordre du jour, quoique on ne sait pas avec Donald Trump ce qu'il peut décider. À mon avis, il faisait plutôt allusion aux sanctions secondaires, parce que l'Iran est le pays où les sanctions secondaires ont été... Oui, mais j'en sais rien, mais ça laisse entendre... Il parle des sanctions secondaires. Et pour la petite histoire, Scotty Scheffler, c'est un golfeur. C'est un golfeur américain qui remporte tout en ce moment. Et évidemment, il y a une petite flatterie du sénateur vis-à-vis de Trump, qui lui-même se targue d'être un grand golfeur. Je ne sais pas si c'est vrai. Il passe beaucoup de temps sur les greens. Oui, en tout cas, il efface effectivement de longues fins de semaine. Et il y a cette idée que, comme au golf, Trump pourrait avoir une sorte de parcours sans faute, avec d'abord la séquence en Iran, les processus de paix entre le Rwanda et son voisin, et maintenant la Russie. Mais ça, c'est une espèce de narratif des républicains à l'ancienne, les républicains qui considèrent que la Russie c'est l'héritière plutôt de l'Union soviétique, et que donc c'est un adversaire traditionnel et que donc il faut les mettre au pas. Ces républicains, pour l'instant, c'est pas ce que Trump montre. Les faucons, jusqu'à présent. Marco Rubio en faisait partie. Voilà, les néoconservateurs, on se souvient d'eux à leur apogée en 2003 probablement. Et depuis que Trump a viré sa cutie sur l'Ukraine, il y a quelques jours maintenant, beaucoup de républicains qui penchaient du côté « n'aidons plus l'Ukraine » se sont revenus dans le temps à cause de Trump. Et donc ça, comment dire, les plaques tectoniques bougent à Washington, dans le parti en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'est sincère ce mouvement de plaques, ou est-ce que c'est encore, ou comme ça l'est parfois, de la communication venant de Trump pour mettre la pression sur Poutine, qui apparemment, en tout cas ces 3 dernières années en témoignent, est absolument insensible à ce type de pression? Il est insensible aux sanctions en tout cas, il s'y est préparé, il considère que la Russie peut vivre avec. Et, de fait, elle a réussi à s'adapter à ces sanctions. Et même en 2024, à être classée comme 4e économie mondiale, même si c'est en train de ralentir et qu'il y a des risques de récession. Et il n'a jamais eu de projet économique. Ça ne l'intéresse pas. Sinon, Donald Trump lui avait promis dès le départ la levée des sanctions. Donc il n'a pas saisi cette offre. Donc, en plus, il y a un autre problème, c'est que, alors, Lindsey Graham, lui, veut mettre 500% de droits de douane sur le pétrole acheté par les Russes, qui vise évidemment les Chinois, les Indiens et, dans une moindre mesure, les Brésiliens. Je ne suis pas sûre que les Chinois se laissent faire. Alors, Trump a déjà dit que ça serait 100%, mais je ne sais pas, personne ne sait ce qu'il va faire. Et quand on parle de fourniture d'armes, pour le moment, il s'agit essentiellement d'armes défensives, parce qu'il a quand même promis à sa base de ne pas déclencher de guerre et de ne pas être impliqué lui-même dans une guerre. Donc c'est pas du tout garanti. Même si les armes restent défensives, s'il y en a suffisamment, c'est un sacré coup d'arrêt pour Poutine. C'est-à-dire que les patriotes, ces armes défensives, ça permettra de moins écraser les villes, mais ça n'a pas d'influence sur les lignes de front, en fait. En fait, les armes anti-aériennes permettent de sauver la population, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais sur le plan tactique et sur le plan opératif, ça n'a absolument aucune influence. Il faudrait livrer en masse des obus, il faudrait du matériel, l'aviation, sûrement aussi, pour pouvoir percer les lignes. Oui, c'est impossible à faire sans aviation, malgré les drones. Oui, il y a l'aviation, il y a les missiles, il y a les Scalp, il y a les Storm Shadow, il y a tout ça, les missiles de croisière. Ça permettrait aux Ukrainiens, visiblement, d'aller de l'avant. Mais les patriotes permettront
un peu mieux de protéger leur ville. Voilà, donc, mais sans influence sur l'issue du conflit, absolument aucune. On a vu que les sanctions avaient un effet limité, pour ne pas dire pas d'effet du tout. En Russie depuis 3 ans et demi, mais aussi dans d'autres pays qui subissent ces sanctions. Je pense à l'Iran notamment depuis 1979, je crois. Très concrètement, qu'est-ce qu'il peut se passer d'autre dans 42 jours, je crois maintenant? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour tenter de convaincre Vladimir Poutine et ses sbires d'arrêter cette guerre? Le seul moyen de pression, si il ne peut pas convaincre Poutine, ça serait effectivement de livrer des armes massivement à l'Ukraine, mais c'est ce que souhaite très clairement d'ailleurs l'Ukraine. C'est pas du tout garanti que Donald Trump soit sur cette ligne-là. Sauf si évidemment les Américains vendent leurs armes aux Européens. Il faudrait que l'effort de guerre soit entièrement financé ou en grande partie financé par l'Europe, parce que l'Ukraine a des problèmes pour boucler son prochain budget d'ailleurs. Il lui manque 5 milliards d'euros, je crois. Donc est-ce qu'on peut envisager que nous, Européens, prenions ou achetions ces armes américaines pour les fournir à l'Ukraine en masse, hein. Je ne parle pas de 5 systèmes de... Oui, je sais bien. C'est pour ça que je vous pose la question. Je pense que les Allemands, les Polonais sont plus perméables à cette idée, mais normalement, l'argent que l'on consacre à l'Ukraine doit être, je crois, ça a été voté au Parlement européen, consacré à 70% à l'achat d'armements européens. Et donc on voit bien que là, Trump essaye de faire du business en même temps et de forcer la main. Maintenant, le président Macron a dit que ça, c'était inacceptable. Est-ce qu'on aura le dernier mot? Je n'en sais rien, parce qu'il y a quand même que les Américains qui sont capables de fournir en masse ce qu'on n'est pas capable de fournir, parce qu'on n'est pas en économie de guerre et qu'on n'a pas les lignes de production. Ouais. Et il faut dire qu'autant c'était très difficile pour Trump, d'autant plus qu'il avait été élu contre ça, de prendre de l'argent américain et de financer la guerre en Ukraine, ça c'est pas possible. Autant la nouvelle donne qu'il a inventée de faire acheter par les Européens les armes, et le projet vise à le faire sur une dizaine d'années. C'est pas uniquement pour cette année ou l'année prochaine. Eh bien ça, c'est un deal. C'est un deal entre Trump et les Européens pour aider l'Ukraine. Et ça lui va en fait. Le concept lui va bien. Donc il peut si les armes sont en quantité suffisante, évidemment, l'Europe n'a pas de réel problème d'argent. Bon, vous avez raison. On parle peut-être pas de la même Europe. Hein. Oui. L'Europe est riche. Elle est capable de. L'Europe est riche, mais riche après suffisamment pour financer un effort de guerre comme l'Ukraine en a besoin. On parle de quoi? 50-60 milliards par an, si l'on englobe l'humanitaire et le militaire. Aujourd'hui, bonne chance aux politiques européens qui arrivent à vendre à son opinion publique 60 milliards sortis juste pour l'Ukraine. Ça me paraît difficile. Oui, c'est vrai, mais cependant, Trump est en position de force parce que les Européens ont très peur que les Américains les abandonnent en quelque sorte. Les Polonais, les Allemands, ils voient avec beaucoup d'inquiétude la perspective d'un retrait de Trump d'Europe. Et donc, Trump leur dit, montrez-moi votre bonne volonté. Et achetez-moi ce matériel américain pour le fournir aux Ukrainiens. Et je pense que le chancelier allemand, le Premier ministre polonais, ils disent si ça peut convaincre Trump de notre bonne volonté, après tout, pourquoi pas? Et le seul qui critique ça, c'est Emmanuel Macron, parce que la France fait déjà un effort militaire assez fort, même si on n'est pas aux 5% du PIB demandé par Donald Trump, et que donc on peut se permettre cette manifestation d'indépendance. En plus, on n'est pas dans le commandement intégré de l'OTAN. Mais les autres ne sont pas dans une aussi bonne position. Est-ce que ça suffirait d'être à 5% du PIB pour aujourd'hui pouvoir financer cet effort de guerre? Probablement pas, il faudrait dépenser beaucoup plus. 5% du PIB, ce serait le budget de la défense française, mais 5% du PIB, je rappelle que ça fait à peu près 130 milliards d'euros. Et qu'on est à 50,5. Oui. Alors c'est presque triplé. 65, donc parlons de choses sérieuses. Avant qu'on arrive, 3,5, ça serait déjà 90 millions, 100 millions d'euros. Milliards. Donc, est-ce que vous imaginez? Voilà. Donc c'est quasiment irréaliste à court terme dans l'état de dégradation des finances publiques. Il faudrait, ne serait-ce que 3,5, c'est doubler le budget des armées. Donc aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas passive. Oui. Elle a une industrie d'armement qui manifestement
prend de l'ampleur et dans des armements de plus en plus diversifiés. Donc il y a pas mal de secteurs dans lesquels on dit qu'elle est presque autonome. Donc évidemment pas d'aviation et pas le renseignement. 40%, elle fournirait à peu près de son... L'Ukraine serait capable de construire à peu près 40% de ses besoins en armement actuellement. Mais il reste quand même à peu près 30% venant de l'Europe, 30% des États-Unis, grosso modo. Et donc s'il manque les 30% des États-Unis, ça ne va pas être comblé immédiatement. Et nous, on ne sera pas capable surtout de fournir. Alors effectivement, la solution alternative, ce serait d'acheter le matériel américain, mais ça contredit et la facilité pour la paix, elle doit être utilisée pour acheter des armements européens. Et même ces 40%, je crois, enfin c'est là-dessus que Volodymyr Zelensky a demandé pendant la réunion de Ramstein 6 milliards, je ne sais pas si c'est d'euros ou de dollars. C'est 5 milliards d'euros, je crois, et 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, absolument. Ce qui fait quand même une paille. Oui. Et puis il y a le problème de la qualité de l'armement produit aussi, parce que vous avez raison, l'Ukraine produit 40% de son armement aujourd'hui, mais on n'est pas sur un armement occidental, américain en l'occurrence, ou européen de qualité. Quand on parle de l'équivalent du canon César, le Bogdana par exemple, ukrainien, des soldats ukrainiens nous disaient, oui, quand on tire, il y a les vitres qui tombent. Quoi. Donc, ils font 4 millions de drones, alors ils font pas du blindé, ils font pas de l'avion, pour ça ils sont quand même dépendants des Occidentaux, mais ils fabriquent de l'armement, ils fabriquent beaucoup de drones, et c'est quand même avec les drones aujourd'hui qui font 70% à peu près des pertes infligées aux Russes. Donc on peut dépenser moins et faire aussi bien en termes de résultats, ou presque aussi bien en termes de résultats, sans avoir à dépenser des sommes folles pour de l'armement lourd comme des chars ou des avions. C'est-à-dire que l'armement lourd comme les chars, il y en aura besoin le jour où il faudra percer. Mais l'armement lourd sur une ligne de front statique, c'est comme les chars, etc., c'est extrêmement vulnérable. Et il faut le mettre à l'abri, il ne faut absolument pas le laisser sur la ligne de front. En revanche, le char, le jour où on veut percer, un jour il y aura besoin de chars, ça c'est certain.